Zakweli. Et c'est avec vous, Ilona Youssoufa, nous vous retrouvons avec le sourire et vos deux invités ce matin. Bonjour Ilona. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Alors ce matin, on reçoit Magali Ader, enseignante chercheuse et elle fait partie, donc enseignante chercheuse, on va y arriver à l'Université Paris-Cité, Institut physique du Globe de Paris. Et Maud Deves, également enseignante chercheuse à l'Université Paris-Cité, Institut physique du Globe de Paris. Et vous êtes toutes les deux membres des chercheurs qui font partie du groupe le REVOSIMA, le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte. C'est bien ça ? C'est Tout bien à ça. fait. Donc merci d'être avec nous ce matin. C'était il y a déjà 5 ans, en 2018. Mayotte a connu des séismes à répétition causés par la naissance de ce volcan sous-marin, le Fani Maoré. Depuis, l'activité n'a jamais réellement cessé. Aujourd'hui, à quoi ressemble ce volcan ? Est-ce qu'il est toujours en éruption ? Eh bien, écoutez, ça c'est effectivement une question que tout le monde se pose. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'instruments de surveillance qui sont installés un petit peu partout sur Mayotte par le réseau REVOSIMA. Ces capteurs, ils sont opérés, surveillés et maintenus surtout par l'antenne BRGM qui est sur site. Et ils envoient toutes leurs données quasiment en temps réel à l'observatoire. Ils sont suivis. Et d'après ce que je connais, je ne suis pas spécialiste de tout, là, si je lis le dernier bulletin REVOSIMA qui est disponible sur le site de l'ADEALM tous les mois, il y a un bulletin REVOSIMA avec maintenant une actualité qui est mise presque au jour le jour dessus. On lit qu'il y a encore une activité sismique de fond très faible, qu'apparemment il n'y a pas de nouvelles coulées, et que la seule activité qui serait encore en cours serait, enfin en dehors de ce que j'ai dit, des petits séismes, etc., la plus visible, ce serait des fluides qui sortent, donc des gaz, qui sortent sur la pente de l'île de Mayotte vers le volcan, et certains sortent aussi dans le lac Ziani-Zaha et sur la plage de l'aéroport de Petite-Terre. Donc, est-ce que ça répond à votre question ? C'est vraiment pour savoir, donc aujourd'hui, il est plus en éruption comme c'était le cas. Ce que dit ce qui est dit dans le bulletin, c'est qu'il y a une période plus tranquille. Il n'y a pas d'éruption aujourd'hui. Effectivement, c'est ce qui est dans le bulletin. D'accord. Vous, Magali Ader, vous étudiez depuis de nombreuses années le lac Ziani en Petite-Terre, où on remarque aussi une activité volcanique. Est-ce que ce serait lié au volcan Fani Maoré qui est situé à l'est de la Petite-Terre ? Alors en fait, le Ziani-Zaha, si je ne me trompe pas, en maoré, c'est le lac de cratère. Et quand je discute avec les gens de Petite-Terre, ils l'appellent le volcan. Mais en fait, c'est pas un volcan au sens actif, c'est un ancien cratère de volcan qui a été lié à une seule éruption. Et aujourd'hui, il est pas actif. Enfin, aujourd'hui, c'est une structure du passé qui est remplie par un lac, qui est en train de se faire éroder. Et donc, c'est une trace, c'est les restes d'un ancien volcan. Il n'a pas d'activité particulière, si ce n'est que le gaz qui est fabriqué en profondeur en même temps que le magma, qui donne les laves qui construisent le volcan, à 60-50 km, le volcan Fani Maoré, il a été fondu, ce qui a été émis en surface a fondu en profondeur. Et au moment où ça fond, les magmas, en général, ça libère aussi le gaz. Mais les deux trajets, la lave d'un côté et le gaz de l'autre, sont pas toujours les mêmes. Et ça peut se promener et arriver en surface à deux endroits différents. Et le gaz, il utilise des anciens conduits. Et en fait, il n'est pas possible, on le voit, une partie de ce gaz utilise l'ancien conduit fabriqué par l'éruption qui a donné lieu au cratère Ziani. Donc les deux sont il y a une corrélation peut-être ? Il y a alors ce CO2, vous savez qu'il bulle depuis très longtemps. Tous les gens à qui je parle me disent que de leur mémoire, il a toujours bullé. De la mémoire d'homme sur plusieurs générations, il a toujours bullé. Mais c'était complètement, ce bullage, au moins dans le temps, était complètement décorrélé de la naissance du Fani Maoré. Et on ne sait pas si c'est un vieux gaz qui était là, qui était
issu d'un ancien épisode magmatique ou si c'était déjà un gaz qui était issu de la préparation de la sortie du Fanny Maori, parce que c'est des processus qui dépassent très largement la durée de vie des humains. La population doit craindre ce gaz, c'est dangereux. Alors, est-ce que ce gaz est dangereux ? C'est important de le savoir. A priori, quand il sort à l'air, il est absolument pas dangereux. C'est le CO2. Et le CO2, vous savez, c'est le gaz qui fait l'effet de serre, qui nous réchauffe le climat. Et il n'est pas dangereux en tant que tel quand il est dilué dans l'air. Ce qui est le cas dès qu'il sort à la plage, dès qu'il sort au Gianni, dès qu'il est dans l'air, il n'est pas dangereux. Par contre, c'est un gaz qui est assez lourd, donc il tend à s'accumuler dans les creux. Et donc, si vous creusez un puits dans une zone où ce gaz sort et que vous descendez dans ce puits, vous pouvez effectivement aller jusqu'à mourir. Et il y a eu une personne qui est décédée, qui a creusé un puits dans le cratère du Gianni il y a très longtemps. Donc, il peut être dangereux, mais que dans ces conditions-là. Ce que ça veut dire, c'est que il faut éviter de creuser des trous et de descendre dedans quand on est dans une zone où il y a beaucoup de gaz volcanique qui sort. À part ça, a priori, il n'y a pas de danger. Donc depuis qu'on sait que voilà, il y a ce nouveau volcan, il y a quand même une forte mobilisation de la communauté scientifique, l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, le Comité national de la recherche scientifique, le Bureau de recherche géologique et minière. Aujourd'hui, quelles sont les données scientifiques dont on dispose à l'heure actuelle ? Alors là, je sors vraiment de mon expertise, donc je vais commencer par ce que je connais. Il y a ce que je connais, moi je travaille sur le Gianni et avec une équipe de chercheurs qui travaille sur les gaz qui sortent, les gaz de l'aéroport et les gaz du Gianni. Il y a une station de surveillance de ce CO2 qui a été installée à côté de la plage de l'aéroport, parce que les gaz qui bullent dans l'eau, ils sortent aussi à d'autres endroits. Donc ça, c'est un capteur qui vérifie comment les émissions de gaz varient. Et ça peut être un indicateur que quelque chose change en profondeur. Et donc, dans ce que je connais, on va installer, et ça c'est très important pour moi de prévenir tous les Mahorais, j'espère que vous m'écoutez tous, plus que tous les Mahorais, tous les habitants de Mayotte, on va installer une station au plein milieu du lac Gianni pour justement essayer de suivre, de quantifier ces gaz qui sortent et voir s'il y en a plus, moins, etc. Juste, ça fait partie des capteurs qui sont aujourd'hui ceux qu'on priorise parce que aujourd'hui, les autres formes d'activité du volcanisme sont assez stables. Je veux dire, elles bougent pas trop. Elles sont à un niveau assez modéré. Et les seules choses qui ont l'air de bouger un peu, c'est ces gaz. Donc c'est ça, on le suit. Après, il y a d'autres capteurs qui sont installés depuis le début, qui ont demandé un investissement monstrueux. C'est tous les capteurs sismologiques, toutes les stations, on dit sismologiques, sismiques. Oui. Donc il y en a plein à terre et il y en a plein en mer. Et celles-ci, elles sont très importantes parce que c'est elles qui permettent de localiser où ont lieu les séismes. Et là où ont lieu les séismes, c'est là qu'il y a du magma qui bouge. Et en bougeant, il fait des petites fracturations dans la croûte. Donc ça, c'est les deux types de capteurs que je connais. Je crois qu'il y a des capteurs de la déformation, comment la petite terre bouge, enfin toute la plaque petite terre, grande terre bouge. On sait justement que Mayotte s'est déplacée à l'est et s'est affaissée. Ça continue de se poursuivre ? Alors ça s'est arrêté très vite après la naissance du volcan. Aujourd'hui, on surveille, mais il se passe pas grand-chose. Vous, Maud Devesse, vous avez fait des recherches dans d'autres territoires d'outre-mer. Et à Mayotte, qu'est-ce qui fait que c'est inédit ? Donc moi, je suis chercheur en sciences sociales et je travaille sur la manière dont les habitants de différents territoires, et j'ai effectivement beaucoup travaillé dans les autres outre-mer également, vivent avec les dangers naturels, donc séismes, volcans, cyclones, tsunamis, etc. À Mayotte, ce qui est très particulier dans ce cas-là, c'est qu'on a la naissance d'un nouveau volcan sur un territoire où on avait oublié
finalement que Mayotte était un territoire volcanique. Donc du point de vue de ce qu'on appelle la culture du risque, c'est-à-dire la connaissance de ces phénomènes, il y a énormément de travail à faire pour que les habitants de Mayotte puissent se réapproprier cette histoire volcanique, bien la comprendre, et puis soient du coup mieux préparés à vivre avec ce nouveau volcan et cette activité qui se déploie au large de Petite Terre pour le moment. Pour le moment, vous pensez que la population n'est pas avertie sur les risques induits par ce nouveau volcan? Effectivement, les travaux qu'on a pu faire depuis 2018, donc on vient régulièrement sur le territoire, on discute avec un maximum de personnes, aussi bien les habitants que les élus locaux, que les différents représentants des différents services de l'État également. On travaille aussi avec le rectorat aujourd'hui au sein des établissements scolaires secondaires. Tout ça montre qu'il y a vraiment un effort à faire en termes d'information du public. Ce qui n'est pas chose évidente, parce que... Ça pourrait passer par quoi? Au-delà peut-être d'aller dans les écoles, ça pourrait passer par quel autre canot? Alors, donc, ce sont des choses qui sont à construire avec tous les acteurs du territoire. Les scientifiques, eux, n'ont qu'un rôle mesuré, si je puis dire, dans la mesure où nous, notre responsabilité, c'est de transmettre au mieux les informations qui sont produites, donc d'expliquer, de simplifier aussi, parce qu'on a beaucoup de jargon technique. C'est important de faire ce travail-là. Les canaux, en général, de développement de la culture du risque sont multiples. Ça peut passer par... Le travail dans les écoles est important, parce que les enfants sont quand même les citoyens de demain, et plus on les forme tôt, mieux ils seront préparés. Donc ça, c'est vraiment un volet important. Et ensuite, ça peut passer par des campagnes de sensibilisation. Il y en avait eu déjà qui avaient été réalisées en 2019 ou en 2020, autour du risque sismique et tsunami notamment. Et de plein de manières différentes. Ça peut être avec le musée de Mayotte est en train de préparer une exposition également. Beaucoup de partenaires du territoire doivent se mobiliser. Ça peut être des associations aussi qui se mobilisent sur ces différents sujets. Mais concrètement, qu'est-ce que les Mahorais doivent craindre de ce volcan? Quels sont les risques à tout moment? Parce qu'on sait que ça reste dame nature. On ne peut pas forcément prévenir malgré qu'il y ait des capteurs, peut-être plein d'instruments, mais la nature, c'est la nature. C'est compliqué de vous répondre aujourd'hui, dans la mesure où on a affaire à un volcanisme sous-marin qui est assez inédit pour les chercheurs également, qui nécessite de développer des instruments, toute une surveillance assez nouvelle. Donc il y a un travail qui est en cours, très actif, du côté du Revosima pour mieux comprendre les risques et les évolutions possibles. Mais c'est encore des choses qui sont en cours de travail. Il n'y a pas de réponse toute faite, immédiate. Mais en tout cas, c'est un des objectifs du Revosima que de réfléchir justement, d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Mais ça nécessite énormément de travail en amont, parce qu'il faut déjà comprendre toute l'histoire du volcanisme, qui n'a pas été forcément beaucoup étudiée auparavant. Et donc ça prend du temps. Mais les choses en tout cas sont en cours, et c'est évidemment un des sujets extrêmement importants pour le Revosima. J'avais une question avec votre regard d'experte. Est-ce que cette activité volcanique pourrait remettre en cause le projet de la nouvelle piste longue à Pamandzi? Là-dessus, je ne peux pas du tout vous répondre sur ce sujet. Ça sort complètement de mon champ de compétences, malheureusement. Et vous, Magali, il faut que vous me disiez ce que c'est cette piste longue. Ils veulent faire une autre piste ou prolonger piste d'atterrissage, vous voulez dire? Pardon. Alors, la seule chose que je pense pas que ce soit le risque volcanique. Si, à mon avis, il y a un risque, c'est que votre île, elle a subsidé de 20 cm. Et donc, il faut faire très attention à tout ce qu'on construit au niveau de la mer, qui est beaucoup plus fragile, attaqué par les vagues. Donc, je dirais que s'il y a un risque, mais bon, ça c'est avec mes raisonnements de ce que je connais globalement, il est plutôt lié au fait que votre île a subsidé qu'autre chose. Après. Et comment on peut alerter la population si les experts eux-mêmes ne savent pas encore
à quoi on doit S'attendre. s'attendre. Eh bien, Qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en avant déjà, quoi? Tout à fait. Déjà, on peut commencer à travailler sur la représentation de ce que c'est que le risque volcanique, parce qu'il y a plein d'endroits où on sait comment ça peut se passer. Donc, ça peut être intéressant de discuter aussi de ce qui se passe ailleurs, sur d'autres îles, même si les phénomènes ne sont pas forcément toujours comparables, c'est déjà intéressant. Après, le Revosima travaille avec la préfecture qui, elle, est responsable de mettre en place l'alerte et donc ils travaillent main dans la main là, sur ces sujets-là. Donc, c'est des choses qui vont probablement être précisées très bientôt. Moi, je suis curieuse, je coupe la parole. Pardon. Parce qu'en fait, c'est plus facile de répondre à vos questions si on sait déjà les questions. Qu'est-ce que vous vous posez comme question par rapport à ça? Qu'est-ce que vous connaissez déjà des risques potentiels? Qu'est-ce que vous imaginez? Tsunami. On pense à tsunami directement. Moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Tsunami, effectivement, c'est un risque dont on entend parler. Et alors, du coup, votre question, oui, c'est un risque. C'est parmi les scénarios que j'ai entendus qui sont envisagés. Après, c'est comme tous les autres, ça se passera peut-être jamais. Mais il faut que vous sachiez que ça peut arriver. Et en ce moment, ou pas, c'est du coup à la préfecture ou aux institutions politiques de réfléchir à comment donner l'alerte. Est-ce que c'est possible? Et c'est là qu'on ne sait pas. Déjà des installations de sirènes un peu partout dans les villages. Il me semble qu'à Mamoudzou, c'est tous les mercredis, ça sonne. Mais bon, maintenant, je n'ai plus l'impression qu'on fasse les exercices. Alors, là-dessus, j'ai entendu quelque chose que je pense que moi, de ma responsabilité, je pense qu'il faut le dire. N'attendez pas les sirènes. Elles sont en place parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour qu'elles soient utilisées un jour. Il faut qu'elles soient là pour que le jour où ils savent détecter ça, ils puissent les utiliser. Aujourd'hui, elles sont pas encore, le réseau est pas encore en place, donc il est possible que ça arrive sans que les sirènes sonnent. Et donc ça, alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce que je l'ai dit, mais ça me paraît important que quand vous entendez qu'il y a un tsunami, ne vous dites pas il n'y a pas de sirène, je vais pas me mettre sur les hauteurs. Ok? Et tout ça, c'est des choses qu'il faut discuter avec la préfecture parce que nous, on n'a pas les éléments en fait, techniques sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est passé en Indonésie il n'y a pas très longtemps à l'occasion d'un séisme. La source du séisme était tellement proche des côtes que le tsunami est arrivé très très rapidement. Et en fait, quand vous avez une source trop proche, effectivement, ça peut arriver avant qu'un système d'alerte soit possible. Donc ça, c'est à voir avec la préfecture, voir ce qui est le cas ici. Merci, le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Donc je rappelle, vous êtes Magali Ader et Maude Devès et vous êtes toutes les deux enseignantes chercheuses à l'université Paris-Cité, Institut physique du Globe de Paris, et vous faites partie des chercheuses qui sont au Revosima, le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous.